qui nous avait dit que de toute façon, naturellement, avec l'état de mon endométriose qui était vraiment sévère, etc., ils ont dit que ce serait quand même un miracle, quoi. Dire, bah, une grossesse naturelle, pourquoi pas, mais enfin, vraiment, ce serait vraiment improbable, quoi. Et je me suis rendu compte que Kevin bah, avait un profil, en fait, qui était vraiment pas top. Et en plus, on a même diagnostiqué en pleine formation une inflammation au niveau de la prostate, qui était très nette, vraiment très nette dans son spermogramme, parce que Virginie parlait de normes, qui lui, il était largement au-dessus des normes, quoi. Vraiment, c'était évident. J'ai fait 3 cycles d'essai. Au 3e cycle d'essai, je suis tombée enceinte naturellement. Et quand j'ai posé cette question au gynéco, il m'a dit il faut rien faire. Il n'y a rien à faire, il faut juste continuer à faire les transferts et vivre une vie normale. Une situation n'est jamais figée. Elle évolue tout le temps. Parce qu'il n'existe pas un seul chemin, mais une multitude de parcours, et que chacun peut rester acteur de son histoire. Mon parcours PMA, c'est un podcast qui donne la parole à des personnes qui ont traversé ou accompagné des parcours bouleversants, inspirants et porteurs d'espoir. Cet épisode vous est proposé par Fertiline, Nutrine et Art Fertilité avec une seule intention, faire battre des cœurs, le vôtre et celui de votre futur enfant. Bonjour Laurie. Alors bonjour. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir, Laurie, parce que en fait, tu connais particulièrement le parcours d'infertilité. Avant d'accompagner les autres, tu l'as vécu en fait toi-même. Et alors, donc, atteinte d'une endométriose profonde de ton côté, un antécédent de cancer du côté de ton mari, un parcours pour devenir parent bah, qui a été finalement un peu plus compliqué que ce que vous imaginiez au départ. Il y a eu la PMA, il y a eu la naissance de votre fille, et puis Laurie, tu as pris une décision assez étonnante. Tu t'es fixé comme objectif de continuer à travailler sur ta fertilité avec Fertiline et avec un nouvel objectif, obtenir un deuxième enfant par voie naturelle. Et l'histoire, elle s'arrête pas là, puisque tu vas décider ensuite de passer de l'autre côté et de rejoindre justement Fertiline pour accompagner à ton tour d'autres personnes qui vivent ce que tu as vécu. Laurie, pour comprendre comment tu en es arrivée là, j'aimerais que tu reviennes un petit peu au début de ton parcours et que tu nous dises en fait à quel moment tu t'es dit que ça allait être plus compliqué que ça de devenir maman. C'est vrai qu'au début, il y a plein d'étapes. Je pense qu'on passe par plein d'émotions. Enfin, au tout début de mes essais, moi, j'aime bien tout programmer. Donc, un peu comme peut-être plein de femmes qui vont se reconnaître. Je me suis mariée et dès qu'on a voulu se marier, on savait que derrière on voulait un enfant, qu'on allait se mettre à essayer d'avoir un enfant. Et je me suis pas plus posé de questions que ça. Dans ma famille, tout le monde a réussi à avoir un enfant facilement. J'avais aucun exemple de parcours PMA autour de moi en fait pour m'inquiéter ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai commencé les essais, j'étais un petit peu sur mon petit nuage. Je me suis dit que ça allait finir par arriver très rapidement. Donc au début, on s'inquiète pas. Et puis après, quand même, au bout de 3 4 cycles, je me suis vite posé des questions. Comme si déjà au bout de 3 4 cycles, c'était problématique pour moi de ne pas être enceinte. Et ma maman est sage-femme. Euh, une formation de sage-femme et du coup très rapidement j'ai parlé de mon cycle avec ma maman et en fait je me suis vite posé des questions parce que je voyais que j'avais du spotting en fait avant les règles. Donc ça c'était vraiment mes premiers mois d'essai et j'ai commencé à m'intéresser un peu à mon corps, à mon cycle, à mon ovulation, essayer de décortiquer un peu mon cycle parce que ça m'inquiétait un peu. Et j'ai vu que ma phase lutéale, donc je m'étais renseignée en me disant ben j'ai une phase lutéale qui est assez longue, mais avec du spotting avant les règles. Donc, est-ce que j'ai une insuffisance en progestérone, etc. Et très rapidement, j'ai consulté du coup auprès d'un gynéco spécialiste. Donc, je suis allée dans un centre vraiment PMA à Lyon, parce que je suis vers la région lyonnaise en France. Et quand j'ai vu le gynéco, mes spottings, on va dire que c'était pas un problème. Enfin voilà, je savais pas trop quoi en dire de mes spottings. Et on m'a dit, donc j'ai fait les premières prises de sang, les bilans hormonaux totalement classiques qu'on demande à n'importe qui au premier rendez-vous. Et quand j'ai redonné mon bilan hormonal, on m'a dit, mais c'est parfait, il n'y a rien de... tout va bien. En plus, j'étais jeune hein, à cette époque, j'avais 29 ans et demi, quoi, 29-30 ans. On m'a dit, bah, il n'y a pas de problématique. Je me rappelle d'une phrase qui m'a frappée lors de ce rendez-vous. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, bah, moi, j'arrive pas à avoir un enfant. C'est pour ça. Et elle disait, ouais, mais c'est pas grave, faut essayer encore un peu. Et moi, je disais, mais oui, j'ai des spottings. Donc, du coup, elle m'a proposé de la stimulation simple.
Donc jusque-là, je faisais de la stimulation simple. J'ai fait ça sur quelques cycles, 3-4 cycles. Et je me suis dit, ça va finir par... la gynéco s'inquiétait pas. Enfin, je me suis dit, on va réussir en stimulation simple. Et au bout d'un moment, la gynéco commence à se dire, bon, ça réussit pas en stimulation simple. Elle m'a fait très peur en me disant, bon, ça marche pas en stimulation simple, on va faire une FIV tout de suite. Donc en fait, d'être passé de l'idée, elle dit, mais de passer de la stimulation simple, ça va être facile, à on va faire une FIV. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais comment ça, je vais faire une FIV? Je croyais que ça allait être facile. Et là, j'ai dit tout de suite, non, je fais une pause. Donc j'ai arrêté de voir cette gynéco, j'ai arrêté d'aller dans ce centre PMA. Et je me suis dit, j'arrête de me poser des questions et je reprends les essais naturels sans me poser de questions. Et ça m'a fait très peur qu'elle parle de la FIV à cette époque-là. Et je pense que c'est à ce moment-là précis que je me suis dit, à mon avis, ça va être compliqué, cette histoire de conception. Et là, ça a été mes premières inquiétudes parce que j'ai senti que la gynéco, pour une raison, enfin, il n'y avait même pas d'explication, elle m'a parlé de la FIV et je voyais que ça bloquait, quoi. Hmm. Attends, ça a bloqué quelques minutes, donc on va recommencer. Donc c'est à partir de ce moment, bon, c'est pas grave, on coupera, mais c'est donc à partir de ce moment-là que tu t'es dit, ben ça va peut-être devenir compliqué. Et ouais, là, ça a été un tournant. Quand la gynéco vraiment a arrêté les stimulations simples et m'a parlé de la FIV immédiatement, sans raison en plus particulière, parce qu'à cette époque-là, je précise qu'on ne savait pas que j'avais de l'endométriose. Vraiment, c'était pas du tout connu dans mon dossier médical. Et soi-disant, tout allait bien à la base. Et parce que j'ai échoué à 4 cycles de stimulation simple, elle m'a parlé de la FIV, ce qui m'a fait très mal réagir à ce moment-là. Psychologiquement, j'étais pas prête à ça. En fait, je ne voyais pas pourquoi je devais passer en FIV. Et j'ai arrêté d'aller dans ce centre, d'aller voir une gynéco, de me faire suivre. Et j'ai voulu m'éloigner de tout pendant quelques mois en me disant on verra naturellement, mais je sentais que ça allait être compliqué, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas expliqué, que c'était pas normal, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu as eu ce diagnostic d'endométriose? Du coup, ça arrivait à la suite, un peu plus tard dans le parcours. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une pause. À ce moment-là, ça n'a pas fonctionné. Finalement, j'ai repris rendez-vous dans un autre centre PMA parce que je voulais pas rencontrer cette personne. Enfin, des fois, voilà, on entend des parcours, il y a des médecins avec qui ça passe pas bien, on n'a pas des bons souvenirs. Donc, on change de centre, on change un peu tout. Et j'ai rencontré une gynéco dans un autre centre qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé, elle est très humaine, très à l'écoute, donc ça m'a beaucoup mieux convenu déjà dans le dialogue et dans l'échange. Et surtout, ce qui m'a marqué, parce que moi, ça a été quand même un petit tournant quand même dans mon parcours, c'est que elle m'a dit, mais il faut peut-être qu'on vérifie les trompes d'abord avant de vous proposer quoi que ce soit en PMA. Parce que moi, on me faisait de la stimulation simple, sans savoir si mes trompes étaient perméables, quand même, mécaniquement parlant, quoi. Donc du coup, là, ça a été la première fois qu'on m'a proposé l'hystérosalpingographie, examen que j'ai fait, avec quelques rebondissements quand même. Et finalement, la conclusion, c'était que mes trompes n'étaient pas vraiment perméables, quoi. Des deux côtés, il y avait quand même des adhérences, en fait. Donc j'ai fait une célioscopie qui a été programmée à la base pour dégager ces trompes. Ce qui s'est fait très facilement, en fait, au niveau des trompes, ça s'est fait très facilement. On a bien dégagé mes deux trompes sans problématique. Donc mes trompes sont encore, n'étaient pas abîmées, enfin ce genre de choses. Par contre, à la suite de la célioscopie, on m'a dit, Laurie, il y a de l'endométriose profonde à un stade 3, parce qu'à l'époque il y avait des stades, donc un stade sévère. Et en plus, là qu'on m'a dit que j'étais très touchée au diaphragme, j'avais 5 lésions effectivement au niveau du diaphragme, ce qui expliquait que j'avais des douleurs chroniques à l'épaule droite depuis des années et que je mettais ça sur le sport que je pratiquais, sur l'aménagement au bureau. Enfin vraiment, on se dit pas que des douleurs à l'épaule ont un lien avec la gynéco, quoi, vraiment. Donc moi, c'est vraiment, là, ça m'est un peu tombé sur la tête. Et là, effectivement, quand on m'a dit que j'étais atteinte d'endométriose, on m'a tout de suite dit qu'il fallait que je fasse de la FIV. Mais là, du coup, c'était amené différemment que la dernière fois. Dans Il y avait une raison. un autre état d'esprit. Ouais. Tu avais une raison. Hmm. Et puis bon, ouais. Et puis bon, au départ, j'imagine qu'on a fait quand même un spermogramme à ton mari, Kevin, et on disait que malgré ses antécédents finalement donc de cancer, son spermogramme était normal. Pourtant, ben en fait, tu as pu voir plus tard que c'était pas vraiment le cas
et comment ce changement s'est opéré en fait. Alors ça, c'est... Ouais. Donc effectivement, mon mari, Kevin, a eu un cancer du testicule. Il a eu son cancer avant nos essais bébés. Ça, c'est une chose. Du coup, il avait effectivement... Il a eu une ablation d'un des testicules, donc testicule malade. Et quand on a refait, du coup, il a fait des spermogrammes avant le cancer, après le cancer. Et on avait refait un spermogramme, effectivement, avec cette gynéco qui m'a fait la célioscopie, donc la même personne. Et elle était plutôt contente des résultats de Kevin, effectivement, en disant que malgré ses antécédents, malgré son seul testicule, les résultats étaient hyper encourageants de son côté et que, en gros, il n'y avait rien de spécial à faire de son côté, quoi. Du coup, Kevin n'était pas forcément voilà, visé ou quoi que ce soit. Il était plutôt content, hein, lui, hein, qu'on lui annonce ça, en tout cas. Sur le coup, c'était une bonne nouvelle, en fait, forcément. C'est venu bien après, c'est venu avec mon aventure Fertiline. Fertiline nous a appris énormément de choses sur notre santé, énormément. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un décryptage fait en médecine classique, gynécologie classique en PMA, et un décryptage fait par des experts de la fertilité comme chez Fertiline, c'est pas la même chose. Et comme on le sait, hein, tu m'as présenté, effectivement, je suis ambassadrice chez Fertiline. J'ai été formée par notamment l'une des fondatrices, Virginie Terrier, qui formait à ce jour-là à la lecture d'un spermogramme, mais une lecture version plus plus de Fertiline. Et moi, je me suis amusée à sortir le spermogramme de Kevin pendant la formation avec Virginie pour voir, enfin pour comprendre effectivement ce qui allait, ce qui allait pas. Et c'est pendant cette... c'est vrai que du coup, on l'a dit au début que je suis devenue ambassadrice Fertiline. Et du coup, dans le cadre voilà, de mon rôle d'ambassadrice, j'avais des formations, notamment avec une des fondatrices, Virginie Terrier. Et on avait une formation sur la lecture des spermogrammes. Et moi, j'ai naturellement pris en fait le spermogramme de Kevin pour comprendre le... Enfin, pendant la formation, j'ai fait ça un petit peu de mon côté en prenant des notes, etc. Et en fait, au fur et à mesure où Virginie présentait ce qu'on attendait d'un volume de sperme, d'un pH de sperme, voilà, de toutes les données, la typicité, etc. Et je me suis rendu compte que Kevin avait un profil en fait qui était vraiment pas top. Et en plus, on a même diagnostiqué en pleine formation une inflammation au niveau de la prostate, qui était très nette, vraiment très nette dans son spermogramme, parce que Virginie parlait de normes qui, lui, il était largement au-dessus des normes, quoi. Vraiment, c'était évident. Et du coup, ça a permis, enfin moi après la formation, de contacter Virginie pour parler de ça, refaire des prises de sang avec Kevin, constater effectivement cette inflammation, cette infection, et de faire un traitement du coup avec l'aide de Fertiline. Du coup, on a traité Kevin pour des raisons de santé. Donc ça, c'était après, bien après dans mon parcours du coup des essais bébés, on était déjà parents avec Kevin. Ça s'est fait entre ma première et ma deuxième fille. Donc ça, effectivement, c'est vraiment un décalage que j'ai connu. On a fait des essais avec un spermogramme qui était vraiment oxydé et qui, en fait, il y avait vraiment une infection au niveau de la prostate, quoi. Évidente. Et, et à savoir que ces infections au niveau de la prostate, il y a beaucoup, enfin, tu rencontres en tout cas beaucoup de couples qui en ont sans le savoir. Et ça peut, dans certains cas, aller vers un cancer. Si on le diagnostique, enfin, c'est-à-dire que on peut prévenir finalement un cancer de la prostate. Et quand on sait à quel point, combien d'hommes sont atteints de cancer de la prostate, alors ça vient beaucoup plus tard, hein, souvent c'est vers 40 ans, mais en fait, on se dit que c'est finalement, si on va très loin, on se dit que c'était presque une opportunité pour la santé de Kevin d'être dans cette situation d'infertilité. Ça peut aller jusque-là, en fait. Oui, bien sûr. Surtout que, oui, enfin, même au niveau des symptômes cliniques, on n'en parle pas, mais Kevin se levait la nuit pour uriner. Enfin, il y a plein de choses que j'ai vues du coup en formation, puis après avec Virginie sur la prévention aussi de ces maladies-là. Et les antécédents dans sa famille, des deux côtés, on a eu des cancers de la prostate de son côté à lui. Voilà. Donc, en plus, c'était assez flagrant, mais pourtant, il en a fait des spermogrammes, justement, avec ses antécédents, et aucun gynéco n'a mentionné quoi que ce soit à la lecture du spermogramme, ils étaient même plutôt contents. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir comme ça. Et finalement, parce que donc au départ, c'est toi qui portais l'infertilité de ton côté, puisque on mettait tout sur le compte de l'endométriose.
Et puis finalement, tu t'es rendu compte que cette infertilité, elle venait des deux, ce qui est souvent le cas, hein. Souvent, on essaye de trouver entre guillemets un coupable, et enfin, c'est souvent la femme en fait, enfin, qui porte l'infertilité dans beaucoup de cas finalement, parce qu'il y a beaucoup d'affections qui peuvent survenir sur la femme et moins chez l'homme. On se permet plus de choses, surtout si on regarde mal. Comment ça a changé pour toi cette perspective de te dire, ben, au départ, l'infertilité, elle était seulement sur moi. Euh, comment c'était justement de porter toi seulement cette infertilité et ensuite de la porter finalement à deux? Au début, effectivement, j'ai pris conscience que c'était que moi, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a fait comprendre effectivement, surtout quand on m'a fait le diagnostic au niveau de l'endométriose. Déjà je me suis doutée qu'il se passait quelque chose parce qu'avant la célioscopie, ils avaient dit que Kevin avait soi-disant un bon spermogramme. Donc je m'attendais, je me suis dit ça vient forcément de moi, et les gynécos de toute façon fouillaient de mon côté aussi. Donc moi je j'ai pas forcément ressenti une culpabilité par rapport à ça. Enfin, je me suis pas mis sur les épaules une charge voilà importante en me disant c'est de ma faute. Et puis Kevin était vraiment en soutien avec moi à ce niveau-là. Par contre, je me suis dit il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que si c'est de mon côté, il va falloir que je change quelque chose de mon côté. Il va falloir que je m'intéresse à ce qui m'arrive. Il va falloir que je creuse la question. Et en fait, c'est juste que la situation s'est faite où j'ai cru pouvoir le faire avec les gynécos. Et en fait, je me suis retrouvée à le faire seule de mon côté. C'est ça qui s'est passé avec mon histoire. C'est que j'ai eu beaucoup de questions, j'avais pas de réponse. Et comment justement bah, ce parcours a impacté votre couple? Parce qu'on sait que parfois ben, l'infertilité peut mener à mal le couple, à d'autres moments ça peut le souder. De votre côté, qu'est-ce que cette infertilité a provoqué? Et aussi potentiellement cette nouvelle information que Kevin avait aussi une situation compliquée. Euh, En fait, je pense que dans notre cas, je pense que ça dépend beaucoup aussi de la personnalité de chacun, de notre caractère. Réagir à une mauvaise nouvelle, à une mauvaise situation, à un événement difficile. Euh, Kevin a vécu des choses très difficiles dans sa vie, bien avant déjà de me connaître. Et ce qui fait c'est quelqu'un de très résilient. Il s'est forgé comme ça, il est très résilient, il va de l'avant, il se dit pas que les choses sont forcément foutues, il y a toujours mieux après. Donc lui, il est toujours dans une démarche d'aller de l'avant. Et j'ai pas eu besoin de pousser mon conjoint pour faire des démarches, faire des examens, m'accompagner au rendez-vous. Enfin, j'ai pas connu ça. Et moi, bah, Adva, tu me connais un peu dans le cadre aussi de Fertiline. Mais moi, j'aime pas qu'on me dise que les choses peuvent rester figées. C'est-à-dire, ben, j'ai une endométriose, alors il faut l'accepter, quoi. C'est comme ça, il faut accepter cette endométriose, il faut accepter ces difficultés, que ce soit de mon côté, en fait, ou du côté de Kevin. On n'a pas cette euh, philosophie de se dire, on a quelque chose qui va pas, on doit faire avec. Non, on se dit on peut combattre peut-être ces difficultés et du coup c'est dans notre philosophie d'aller de l'avant et de chercher à corriger ça et effectivement à se renforcer aussi et continuer d'avancer et d'aller de l'avant, ouais, c'est ça. Et justement, bah, à quel moment voilà, à quel moment tu as senti qu'il fallait aller chercher d'autres leviers et qu'est-ce qui t'a aidé à avancer? On a donné déjà quelques clés, mais peut-être raconte-nous en fait à quel moment tu t'es dit faut que j'aille voir autre chose, quoi. Ouais, ça fait un peu partie de la suite de mon histoire en PMA, du coup, avec ben, la célioscopie, l'annonce de l'endométriose à ce moment-là. À l'époque, à cette époque-là, j'étais vraiment, je faisais confiance à la médecine et je me suis pas trop posé de questions. Et on m'a dit que de toute façon, l'endométriose, eux, ils pouvaient pas la traiter et que la seule option que j'avais, c'était la FIV. Et il fallait absolument faire de la FIV. J'avais jamais fait d'insémination, hein. Moi, j'ai fait que de la stimulation simple. Diagnostic d'endométriose, c'est une FIV directe. Ok, bon. Cette fois-ci, j'ai fait cette FIV. En sachant que la FIV, quand on a de l'endométriose, particulièrement quand on a de l'endométriose, c'est quand même assez problématique parce que ben, tous les symptômes qu'on a en temps normal sont décuplés pendant
un protocole de stimulation. Donc ouais, je peux dire qu'effectivement ça a été compliqué. Ça a beaucoup perturbé évidemment mon cycle par la suite. Enfin vraiment, c'était un événement qui était émotionnellement, physiquement compliqué. J'ai eu le sentiment aussi d'être à la chaîne, de faire les examens, les échographies à la chaîne, de faire la queue pour aller voir les sages-femmes et qu'on me donne mes prochaines dates. Enfin voilà, bref, tout ça. Mais on l'a fait. Et j'avais de l'espoir jusqu'au bout parce que c'était ma première FIV. Hein. Quand c'est le premier protocole, on espère, on se dit bon, c'est pas une partie de plaisir, mais au bout, il y aura peut-être un bébé. Donc on le fait et c'est pas grave. Et j'ai eu des ovocytes, j'ai eu des embryons. On en a congelé quelques-uns. Ils se sont même permis d'en jeter à la poubelle, quelques-uns. Pour... Donc bon, je trouvais ça bizarre aussi, mais voilà. Et on m'a fait un transfert frais. Premier transfert frais en fait de cette FIV, d'un blastocyste. On m'a dit que c'était le meilleur, le plus beau. Donc tous mes espoirs étaient sur cet embryon-là. Et j'ai fait une grossesse biochimique. Donc prise de sang, c'était un peu positif. On a presque cru que c'était bon, puis en fait c'était très bas, ça n'a quasiment pas évolué, donc une grossesse biochimique. J'ai changé du coup avec mon gynéco sur cet échec. Et je pense que déjà là, cet échec-là m'a fait très mal. Tellement mal que je voulais pas y retourner comme ça. Je sais, moi j'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de couples avec Fertiline, et je sais que des fois beaucoup se disent bah on va enchaîner un prochain transfert, c'est pas grave, ça arrive, un échec, c'est rien. Mais je crois que moi, il y a eu un blocage dès le départ où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un embryon de très bonne qualité, il y a une grossesse biochimique. Il faut qu'on m'explique ce que je peux faire maintenant avant de retenter. Et quand j'ai posé cette question au gynéco, il m'a dit, il faut rien faire. Il n'y a rien à faire, il faut juste continuer à faire les transferts et vivre une vie normale. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et cette réponse ne m'a pas convenu du tout. C'est là qu'il y a eu le gros virage. Et que j'ai dit à Kevin, on ne fera pas de transfert tout de suite. Et je vais faire des recherches. Et j'ai cherché du coup des choses autour de l'endométriose, parce que à cette époque, je pensais que tout tournait autour de l'endométriose me concernant. Ça aussi, c'est spécifique, mais voilà. Et c'est ce qui m'a amené à connaître Fertiline, notamment parce que j'ai assisté à un webinaire sur l'endométriose. Aussi des échanges qu'avec le professeur Sofiane Benzifala que vous aviez aussi déjà à cette époque-là. Ça remonte à quelques années maintenant, mais voilà, il y avait déjà tous ces lives. Et c'est là où voilà, j'ai voulu être accompagnée, j'ai voulu être suivie par Fertiline. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de choses à faire et qu'il y avait du travail et que c'était vraiment pas une bonne idée de refaire un transfert tout de suite. Et je pensais que j'allais peut-être y retourner quand même assez rapidement, puis on m'a quand même fait comprendre que fallait que je prenne mon temps. Et puis, ouais, ça a mis quand même 2-3 mois hein, pour me préparer au futur transfert. Puis ce qui est bien avec Fertiline, c'est qu'on a des objectifs de transfert autour du potentiel implantatoire, autour de l'équilibre hormonal, de la vascularisation, de l'immunité. Donc c'était très clair, et moi j'aime bien quand c'est limpide, que c'est carré. Donc ça m'a bien convenu aussi là-dessus. Et quand les feux étaient verts, les feux étaient verts, j'ai pu refaire un transfert congelé, le premier transfert congelé, qui a donné ma fille aînée. Et ça a été ma première grossesse, du coup, à ce moment-là. Génial. Et justement, comment tu as vécu cette grossesse et le fait de devenir maman? Alors, ma première grossesse, ça a été beaucoup de larmes, de faire la prise de sang et de découvrir, j'avais un taux qui était très élevé, j'étais à 600 déjà en bêta-HCG, donc là j'ai compris par contre que c'était très bon signe, très bien parti en tout cas. Donc en fait je me suis dit tout de suite, mais c'est moi, enfin tu vois l'anecdote Adva, j'ai regardé ma prise de sang, j'ai vu 600 et j'ai regardé si c'était bien mon nom sur la prise de sang. Je me suis dit, ils ne se sont pas trompés, c'est bien moi qui ai ce taux-là et pas une autre personne, quoi. C'est pour te dire à quel point on a fait des prises de sang négatives ou des... Enfin voilà, et là d'un coup, quand c'est positif, on se dit, c'est pas nous, c'est pas possible. Donc j'ai ressenti ça quand même à ce moment-là. Et en plus de ça, j'avais eu aucun symptôme de grossesse. Et ça, je le partage parce que toutes les femmes qui sont en essai scrutent en fait les symptômes, les éventuels symptômes de début de grossesse en se disant il doit y avoir des symptômes. Et la seule fois où j'ai eu aucun symptôme, j'étais hyper enceinte quoi. Donc voilà, c'était incroyable là-dessus. Et ça, c'était pour moi, c'était une surprise de voir qu'en fait,
On peut être enceinte sans symptômes, largement. Et ouais, au début, j'étais très heureuse. Très, très heureuse. Et après j'ai eu très peur. Ça n'a pas duré longtemps, en fait, cet état de bonheur, en fait, absolu. Derrière, on a peur de perdre ce qu'on a très, très rapidement. Trop rapidement, je pense. Et du coup, on commence à, bah, pas forcément à apprécier le premier trimestre, en tout cas, de grossesse. On a tendance toujours à lire beaucoup de choses. Les fausses couches, qu'est-ce que les fausses couches, les saignements en début de grossesse. Et je suis rentrée un petit peu dans ce cercle-là. Et en plus, j'ai eu des saignements en début de grossesse pour ma fille aînée. Donc, c'était des saignements qui étaient bénins, hein, mais suffisamment abondants pour me faire peur. Donc, c'était pas forcément, j'ai pas forcément bien vécu le début. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce que l'objectif c'est la grossesse, mais c'est vrai que ce début de grossesse pour les femmes qui ont vécu l'infertilité, il est très très difficile parce que finalement, ben, on sait exactement à quel moment, enfin on sait qu'est-ce qu'on peut perdre. Et comme tu dis, c'est génial d'avoir obtenu quelque chose, une grossesse qui semble évolutive, mais en fait, on se dit, mais à tout moment, on peut le perdre. Et quand on a conscience de ça, ça rend cette situation difficile. Et pour autant, ce premier trimestre, il est tellement important, et tu le sais, mais il est difficile à vivre, clairement. Mais tu es allé au bout, heureusement. Et puis, une jolie C'est petite une belle grossesse princesse. évolutive. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, une jolie Et petite princesse. voilà, en très bonne santé, exactement. Et puis après cette grossesse, tu t'es fixé un objectif. Tu t'es dit, je suis passée par la PMA. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par la PMA et qui ont ce rêve de grossesse naturelle. Puis c'est vrai, quand on a déjà fait de la PMA, on se dit, on n'aura pas de grossesse naturelle. C'est comme un deuil finalement, c'est un deuil de la grossesse naturelle. Et toi, tu t'es dit, je vais essayer. Et pourquoi tu t'es dit que tu pouvais essayer? Pourquoi tu t'es dit que ça pouvait marcher sans la PMA en fait? Ouais, c'est vrai que c'est étonnant en plus quand on connaît bien mon parcours parce que avec Kevin, on avait été assez refroidis pendant cette FIV, justement ce protocole de FIV. On avait rencontré les biologistes et à nouveau plusieurs fois notre gynécologue qui nous avait dit que de toute façon, naturellement, avec l'état de mon endométriose qui était vraiment sévère, etc., ils ont dit que ce serait quand même un miracle, quoi. On m'a vraiment dit le mot miracle pour dire bah, une grossesse naturelle, pourquoi pas, mais enfin vraiment, ce serait vraiment improbable, quoi. C'était ça, quoi. Et je les ai crus, de toute façon, sur le moment. Je les ai crus, et effectivement, à ce moment-là, on a fait un peu ce deuil. On s'est dit, bah, on aura des enfants en PMA, et c'est comme ça, il faut qu'on l'accepte. Et on était plutôt content d'avoir plusieurs embryons, parce qu'on s'était dit, ben, plusieurs embryons, si on arrive assez rapidement, on peut utiliser plusieurs embryons pour avoir au moins deux enfants, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? Bah, Fertiline, obligatoirement. En fait, de comprendre. Fertiline, ce qui est bien avec cet accompagnement, c'est que on apprend en fait beaucoup sur son corps et ce qu'il est capable de faire. Et on sait qu'il est complexe, on comprend que c'est très complexe, qu'il y a plein de facteurs, de cofacteurs, de systèmes qui sont interdépendants. Et en fait, on se dit, mais en fait, si on peut agir sur ça, sur tous ces facteurs-là, on peut changer les choses tout le temps. En fait, on peut faire bouger notre corps et nos systèmes et notre fonctionnement. Et du coup, oui, je me suis, entre guillemets, au début, on peut le dire comme ça, amusée à me faire rêver et à me dire, mais est-ce que je peux aller encore plus loin? C'est-à-dire que oui, je me suis prouvé que je peux être enceinte et avoir une grossesse évolutive avec un embryon issu de la PMA, mais est-ce que je peux aller faire une grossesse spontanée? Et quand on comprend ça, quand on comprend que notre corps, à l'instant T, il a une situation compliquée, oui. Et du coup, on passe en PMA, oui. Mais dans 2 mois, dans 3 mois, si on met des choses en place qui corrigent ce qui ne va pas, c'est plus le même diagnostic. On n'a plus les mêmes critères, les mêmes résultats, les mêmes paramètres biologiques. En fait, c'est de comprendre que ça bouge. Les choses évoluent, les choses bougent. Donc comme ça bouge, et je suis une grande optimiste, je me suis dit, bah, je vais faire bouger les choses dans le bon sens pour rêver et pour avoir une conception naturelle. C'est une question que j'ai posée à Virginie, vraiment en disant, est-ce que tu penses que je peux avoir une grossesse naturelle? Et elle m'a dit, mais Laurie, évidemment.
Elle m'a dit, mais en fait, sauf si infertilité tubaire, enfin évidemment, ce genre de choses, mais sinon, oui, tu peux avoir une grossesse naturelle. Et du coup, c'est là où j'ai dit, ben, il me reste des embryons congelés, c'est vrai, je peux reprogrammer un transfert, mais je vais pas le faire tout de suite. Je le mets de côté et je vais avoir des objectifs de grossesse spontanée parce que je veux me prouver, je veux amener mon corps à faire ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait du coup par la suite. Et en fait, on avait aussi amélioré le paramètre masculin qui fort probablement pêchait aussi dans les premiers temps, qu'on avait sous-estimé. C'est souvent le cas dans les situations qu'on prend en charge, c'est-à-dire qu'il y a une infertilité, on se focalise énormément sur la femme, peu sur l'homme, et finalement, si le sperme alors, est normal comme celui de Kevin, mais pas vraiment bon, parce que c'est malheureusement souvent le cas, en fait, une conception naturelle est compliquée et complexe. Alors que si on va travailler aussi le paramètre du sperme plus les paramètres de la femme, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir. Alors, de nouveau, hein, le but, c'est pas de travailler son PMA, mais toi, pour toi, c'était vraiment important en tout cas, de te lancer ce défi et de voir. Mais j'imagine que tu aurais finalement fait un transfert de tes embryons si tu avais pas réussi. Ouais, je me suis laissé un temps. J'avais dans ma tête, je me suis dit, je me laisse 9 mois pour tenter et voir ce que ça donne s'il y avait bien une grossesse spontanée. Et après, j'ai accepté de faire un transfert et de passer effectivement par la PMA. Oui, c'était un objectif que j'avais après. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été enceinte de manière naturelle? Parce qu'avant, tu avais eu des grossesses de manière naturelle avant la PMA? Non. Jamais. J'ai eu une seule grossesse, c'était le transfert donc de ma fille aînée. C'était ma seule grossesse. Donc, évidemment, la grossesse biochimique, je la compte pas. Mais sinon, c'est la seule grossesse que j'avais eue, c'était ma fille aînée. Du coup, on a relancé les essais avec d'objectifs du coup d'une conception spontanée. Et j'ai fait 3 cycles d'essais. Au troisième cycle d'essai, je suis tombée enceinte naturellement. Euh, et ouais, j'ai fait un test pipi qui était positif. Je dis ça parce que le test pipi positif, quand on fait de la PMA, pareil, c'est une prise de sang, c'est pas un test pipi positif. Et rien que ça, c'est-à-dire vraiment, tu sais, de faire le test pipi le matin pour vérifier que tu es bien enceinte et de faire la surprise à ton conjoint. Parce que du coup, c'est pas programmé, hein, personne sait que tu fais une prise de sang ce jour-là, comme en PMA, tu vois. Là, c'est vraiment le moment où tu peux faire cette surprise et dire, bah regarde, tu vois. Super. Et du coup, ces deux histoires, c'est des merveilleuses histoires, donc une par la PMA, une de manière naturelle. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur la fertilité? Alors, tu nous en as déjà dit beaucoup, mais peut-être encore quelques petites phrases, et sur toi-même aussi, parce que finalement, ce cheminement bah, nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Oui. Euh, Ouais, c'est vraiment ce que je me dis très souvent. Enfin, d'ailleurs, tu le sais, hein, ma grossesse, ma première grossesse spontanée n'a pas été évolutive. J'ai fait une fausse couche autour des 8 semaines d'aménorrhée. Et je pense que ça aurait pu. J'ai vraiment perdu confiance en mon corps à ce moment-là. Tu vois, enfin, vraiment, quand tu parles du coup de comment tu apprends ouais, sur toi, etc. Et j'ai eu besoin d'être accompagnée humainement à ce moment-là. C'était encore différent que la partie endométriose que j'avais avant. Là, c'était humainement, j'avais besoin qu'on m'explique pourquoi il y avait cette fausse couche, comment je pouvais avancer encore derrière ça. Et j'ai eu la joie de retomber enceinte après mon retour de couche. Donc, retour de couche, le cycle d'après, je suis tombée enceinte naturellement de ma deuxième fille. Et oui, à nouveau, j'ai angoissé, j'ai encore plus angoissé, je crois, pour cette grossesse naturelle que pour le transfert, parce que j'avais connu la fausse couche et parce que je trouvais ça tellement fabuleux, effectivement encore plus fabuleux, que je voulais vraiment pas perdre cette grossesse et me prouver que ça pouvait aller au bout. Et vraiment, moi, je suis persuadée que... Enfin, moi, je fais que me dire que les médecins m'ont quand même dit un jour que ce serait un miracle. Je n'arrête pas... Moi, je m'arrête à cette phrase-là quand même, à un moment donné. Euh, on peut pas dire ce mot-là, en fait. Enfin, moi, c'est ça. J'en apprends sur moi parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une situation n'est jamais figée. Elle évolue tout le temps. En fait, notre situation évolue négativement. Évidemment, s'il se passe des choses, si on fait rien, et elle peut évoluer positivement aussi. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est ça.
c'est qu'on rencontre des médecins qui prennent des décisions à l'instant T sur la situation à l'instant T, sans penser qu'elle peut évoluer favorablement, etc., prochainement. Et pour moi, oui, il faut toujours se dire qu'on peut améliorer les choses au maximum pour avoir des objectifs comme une conception naturelle. Et c'est ce que je me suis prouvé à moi-même. Et je peux dire qu'effectivement, j'ai rempli un des objectifs de vie merveilleux que je voulais absolument obtenir. Et je pense qu'on va encore plus l'obtenir quand on a des difficultés. Il y a plein de personnes pourraient dire, bah oui, on veut des enfants, on veut être enceinte, mais quand on passe par un parcours PMA, d'avoir une grossesse naturelle, c'est incroyable. Donc c'est ça, ouais, c'est ce rapport-là aussi que j'ai eu. Et justement, après, c'était après, en étant tombée enceinte la première fois, nous as proposé ton aide. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir nous rejoindre? Parce que tu avais un métier finalement, tu travaillais, donc tu pouvais continuer ce que tu faisais. Pourquoi t'as dit, je veux me reconvertir? C'est pas que tu cherchais du travail, c'est que tu as vraiment fait une reconversion en fait. Oui, ouais, ouais. Ouais. Avoir une mission plutôt qu'un travail. C'est vrai que chez nous, chez Fertiline, maintenant, Fertiline, c'est ma maison, c'est ma famille maintenant. On a une mission, on a un projet, on a une mission. Et moi, chaque jour, je me sens missionnée. Quand je rencontre des couples qui ont des histoires bon, qui sont complètement différentes de la mienne, hein, mais je me sens missionnée par le fait qu'ils ne savent pas tout, ils ne se rendent pas compte de tout. Et c'est évident que beaucoup de couples cherchent des réponses. L'infertilité, c'est dur parce qu'on ne sait pas pourquoi, la plupart du temps. On se pose 10 000 questions en se disant mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas alors que ma voisine, ma meilleure amie, ma cousine, tout le monde y arrive mais pas moi. Ça c'est vraiment ça, l'infertilité. Et je pense que quand j'ai découvert ce qu'on était capable de faire à notre corps, ce qu'on était capable de découvrir, de comprendre, et c'est pas rien, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'éléments, ben moi je me suis dit que c'était pas normal que en fait ce soit pas répandu dans le monde de l'infertilité. Il y a des personnes qui prennent des décisions, qui enchaînent des protocoles PMA, qui souffrent chaque mois pendant qu'elles ont leurs règles et qui ne savent pas en fait ce qui se passe et que ces réponses, elles peuvent les avoir auprès des bonnes personnes, auprès des bonnes méthodologies. Enfin, et moi, j'avais envie de transmettre ça, de faire partie de cette mission et de ce projet en me disant il va falloir maintenant que j'apporte quelque chose aux couples qui ont besoin. Et oui, je suis passée de l'autre côté pour faire en sorte d'amener le plus de couples de mon côté. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai envie de les aider à traverser ça, et en tout cas le plus facilement possible, et sans trop de difficultés, sans trop de souffrance, et sans perte de temps, sans mauvaise décision en tout cas, et que les choses se répandent, qu'on en parle. Et oui, quand on accompagne, moi quand j'accompagne en tant qu'ambassadrice, je veux que les couples comprennent, et plus ils comprennent, plus derrière ils sont dans l'action, et plus derrière ils transmettent aussi à leur entourage, et c'est comme ça que les choses changeront de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer de travail et que j'ai voulu avoir une mission. Et parfois, tu rencontres justement des femmes où tu te dis, bah ça, c'était la Laurie d'avant. Tu te dis, bah j'étais exactement comme ça quand j'ai rejoint l'accompagnement. Je voyais les choses comme ça, c'était exactement moi et moi j'ai tellement évolué depuis. Hmm. Ouais. Oui, il y a plein de femmes. Alors, il y en a qui sont vraiment différentes, mais il y en a certaines où effectivement je me dis, mais c'est dingue, c'était moi qui me posais des questions, qui faisais des recherches, j'ai pu essayer des choses de mon côté. C'est-à-dire ce côté un peu automédication, on essaye des conseils qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit. Et je regrette pas cette période parce que ça m'a permis toujours d'en apprendre plus, de savoir ce qui était bon, pas bon, parce que finalement quand on essaye des choses, on se rend compte que bah, y a des choses qui sont pas bonnes pour nous, et il y a des choses, bah, on sait pas trop ce que ça vaut, et puis on continue à les mettre en place. Et oui, du coup, il y a beaucoup de femmes ben, qui me ressemblent, qui me ressemblaient avant. Et je pense que du coup, j'arrive à trouver les bons mots,
à les accompagner vers la bonne direction, la bonne façon de penser, à pas répéter les erreurs que j'ai pu faire à l'époque. Et je trouve que c'est fabuleux parce que je leur fais gagner un temps fou. Je leur fais gagner peut-être, je sais pas, des semaines et des semaines de recherche que moi j'avais eues. Et je me dis, mais ah non, allez, moi j'ai la réponse. Moi je sais comment il faut réfléchir dans ces moments-là. Et du coup, oui, je les aide encore plus. Même si maintenant j'ai l'expérience du terrain, ça fait quelques années maintenant que je suis ambassadrice et que je rencontre beaucoup de situations aussi différentes de la mienne que j'apprends à connaître et que j'accompagne aussi maintenant très bien. Notamment, je pense à l'insuffisance ovarienne, voilà, ce type de profil d'épuisement, enfin voilà. Et ouais, je suis extrêmement bien formée, justement parce que je rencontre plein de personnes et parce que Fertiline, c'est quand même encore une fois un projet où on doit comprendre et avoir énormément de connaissances, effectivement, biologiques aussi. Et finalement, c'est ça, c'est la compréhension qui est la source fondamentale, parce que c'est vrai que bah, on le sait, hein, on n'est pas contre la médecine de la PMA et c'est merveilleux, hein, et très souvent on accompagne des couples qui sont également en PMA, mais c'est vrai que la PMA, ça reste quand même très passif. On comprend pas forcément ce qu'on fait, on exécute finalement, on suit des indications. Et quand on comprend ce qu'on fait et ce qu'on peut faire aussi pour soi-même, pour améliorer ces protocoles, parce que c'est tout là l'enjeu. Alors au-delà de parfois la grossesse naturelle que tu as pu obtenir, et on en a hein, des fois aussi, mais l'enjeu c'est de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour aider son protocole, pour pouvoir avancer et comprendre en fait pourquoi ça marche pas. Parce que finalement, si on est en situation d'infertilité, ça ne marche pas. Et comme tu le sais, ben, c'est souvent pas seulement un paramètre, c'est souvent pas seulement une endométriose ou un SOPK ou une insuffisance ovarienne. C'est un tout et ouais, du coup, c'est riche d'apprentissage, que ce soit ben, pour toi, pour nous et pour les personnes qui viennent vers nous. Et puis, bah justement, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu as un message que tu voudrais transmettre et surtout aux personnes qui sont en train de perdre l'espoir parce que on a hein, des fois des personnes qui viennent vers nous en nous disant mais en fait je pense que j'ai tout essayé, est-ce que j'aurai un jour un enfant? Parce que au bout de 2, 3 FIV, 4 FIV, on se dit mais est-ce qu'un jour j'aurai ce bébé? Je pense que, tu sais, mes messages d'année en année changent. Je fais évoluer mes messages. En fait, je pense qu'au début, je disais beaucoup que oui, il fallait continuer à avancer, qu'il fallait continuer à se battre, enfin, pour motiver, voilà, pour relancer. Aujourd'hui, je dirais juste que c'est un problème, on va dire, de fonctionnement, de réflexion. Enfin, tu l'as très bien dit, la PMA, c'est un outil merveilleux, médical, technique, merveilleux, qui a été inventé par l'homme et qui permet de faciliter énormément de choses. Notamment ben, quand on vit effectivement une infertilité tubaire ou vraiment des problématiques ben, importantes en fait. Et du coup, Laurie, avec tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre, et notamment aux personnes qui sont en train de perdre espoir, parce qu'on a souvent hein, des personnes qui viennent vers nous qui n'ont presque plus d'espoir après 3, 4 FIV, presque 10 ans d'infertilité. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Ouais, je pense que j'ai beaucoup fait évoluer mon message hein, d'ailleurs d'année en année. Euh, je dirais que le message assez fort pour moi, enfin qui me paraît évident, c'est que oui, la PMA, c'est hyper important. C'est une très belle, encore une fois, invention humaine, une prouesse technique incroyable, et qu'il faut qu'on arrive à utiliser, mais de la bonne façon, à bon escient. La PMA offre des bénéfices, mais il faut utiliser ces bénéfices au bon moment, et ça, je pense que c'est déjà un premier message. Le message important derrière, c'est aussi changer un peu la façon de penser dans la société, il faut qu'on change notre façon de penser, mais sur plein de sujets. Là, on est sur la fertilité, mais il y a plein de sujets de société où on doit évoluer. Et pour moi, l'évolution dans la fertilité, ça passe par je veux un enfant, je n'y arrive pas naturellement, ok. La première chose à faire, moi, si je devais refaire mon parcours, là, tout ce que je t'ai raconté, la première chose à faire, moi, je suis allée voir effectivement mon gynéco, ok, qui m'a proposé de la stimulation simple.
À aucun moment, on m'a proposé de dire, bah, Laurie, tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu as des spottings, tu as tel signe clinique, on va te proposer bah, de faire des examens, des choses qui permettent de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ben en fait, c'est pour moi le plus gros conseil déjà que je puisse donner, c'est la première étape. Il faut qu'elle existe cette première étape. Si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, posez-vous vite la question pourquoi. Et je sais que c'est très dur à obtenir des réponses. Parce que, parce que les réponses sont jamais faciles, elles sont pas évidentes dans la fertilité. Et le conseil que j'ai, c'est commencer par les bonnes étapes. Ne vous précipitez pas vers un médecin qui va vous proposer un protocole qui vous permette de contourner le problème pour arriver à une grossesse. Faites quelque chose de logique. Essayez de corriger les problématiques que vous avez en les identifiant et effectivement s'adresser aux bonnes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils dans la fertilité. J'ai eu affaire à beaucoup de professionnels dans ma vie. Tous les professionnels ne se valent pas. Il y en a qui étaient très intéressants, d'autres moins. Je pense qu'il faut faire confiance aux bonnes personnes et y aller, je pense, par les bonnes étapes. La, la première chose, c'est de comprendre. Une fois qu'on comprend, on avance. C'est pas évident. Attention, le piège, d'après moi, c'est que des fois, on découvre une petite pièce du puzzle, 3 pièces du puzzle, 4 pièces du puzzle. Alors, on avance des fois en tâtonnant, hein. On va trouver quelques informations à droite à gauche. Le mieux, c'est de pouvoir avoir une vision globale de notre situation et d'avoir toutes les réponses déjà sous les yeux, de comprendre quelle est la conséquence. Parce que c'est ça le piège, c'est de trouver un problème et que ce soit une conséquence. C'est ce qui m'est arrivé aussi dans mes recherches au niveau du microbiote, par exemple. Bah, j'avais pas un bon microbiote, bah, avec une endométriose, c'était une conséquence, mais c'était pas le problème. Donc en fait, c'est vraiment des. Je pense avoir déjà la première étape. Il y en a qui l'ont, mais pas tous. C'est vraiment d'aller chercher les réponses et ensuite de se méfier des réponses qu'on trouve et bien de se poser la question de est-ce que cette réponse est vraiment une cause? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que pour ça, il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui connaissent le sujet et qui savent effectivement avoir une vision globale, c'est-à-dire sans être dans les généralités et sans être trop focus, hyper spécialiste, avoir un bon juste milieu. C'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette différence entre la cause et la conséquence. Est-ce que, en fait, ce qu'on a, c'est une conséquence ou est-ce que c'est la cause? C'est comme, ben, par exemple, tu parlais de l'AMH basse. Est-ce que vraiment c'est une conséquence d'autre chose qui fait l'infertilité ou est-ce que c'est une cause d'infertilité? Et en fait, c'est là où il faut se poser la question. Et peut-être, je dirais, et ton message, il est très juste, c'est peut-être ne pas s'arrêter à une cause. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est que des personnes, on a un diagnostic, comme pour toi, l'endométriose. Mais quand on a regardé plus profondément ta situation, bah déjà il y a l'endométriose, puis souvent on propose pas grand-chose. Pour ça on dit bon bah il y a de l'endométriose, ben faut essayer quoi. Et la chose est que si on n'avait pas approfondi, ben on aurait manqué des choses aussi hyper importantes, notamment un cancer potentiel pour le futur, le papa finalement. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir des enfants, mais aussi pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Donc, Et avoir conscience, c'est de la prévention. Enfin, moi, j'ai une résistance à l'insuline qui accompagne mon endométriose. J'ai donc une inflammation métabolique. Enfin, en fait, il y a plein de cofacteurs, de facteurs de cofacteurs. Et il faut en avoir conscience. Et je pense que pour beaucoup, les personnes qui écoutent ce podcast, la PMA, encore une fois, c'est bien, mais c'est pas forcément la première étape. Ne vous dites pas que c'est l'étape logique de quand on n'y arrive pas naturellement. Eh ben, du coup, on passe en PMA. Non, c'est peut-être une future étape. C'est possible, ça peut être la quatrième, cinquième étape du processus, parce que dans des situations, selon la dynamique hormonale, on sait, hein, ça peut être une bonne chose de faire un certain type de protocole, certaines stimulations, voilà. Il y a des stratégies qui sont bonnes. c'est un accélérateur aussi. Ça, on peut gagner du temps avec la PMA. Voilà. Donc Donc, c'est une étape, on va dire que c'est une étape qui peut être importante, mais peut-être pas la première, ou en tout cas pas la seule. oui, en fait, pour moi, c'est un processus.
Et pour moi, si tout le monde, t'imagines Adva, si tout le monde, je veux dire, on n'arrive pas, ils sont en échec et déjà se disent, bah, on va chercher à comprendre pourquoi et déjà corriger ce qui ne va pas et ensuite voir quelle est la meilleure stratégie bah, qui se profile bah, selon effectivement mon âge, voilà, enfin, peu importe la stratégie et prendre des décisions du coup qui fassent qu'on ne perde pas de temps et qui fassent qu'on y arrive surtout. Et pour moi, on ne peut pas se dire qu'on doit avoir un parcours PMA sans savoir ce qui se passe et en cumulant des tentatives, en s'épuisant. Il y a même la question financière pour certaines personnes qui partent à l'étranger avec des devis qui sont astronomiques, mais qui en ont peut-être pas vraiment besoin, en tout cas pas tout de suite. Et pour moi, je pense, oui, le meilleur conseil, c'est dans l'ordre. Agissez dans l'ordre. La première chose, c'est de prendre du recul, de s'entourer des bons professionnels pour comprendre, identifier, corriger et sécuriser tout ce que vous faites, que ce soit en conception naturelle ou en protocole PMA. C'est les deux. Merci beaucoup Laurie pour toute cette histoire qu'on a pu découvrir. Je découvre à chaque fois des choses. Je te connais depuis maintenant quelques années, mais je découvre à chaque fois des choses. C'est super intéressant et ben, j'espère que tes messages vont passer, vont susciter des changements d'opinion chez les personnes. Et puis de toute façon, bah, tu vas continuer à accompagner des gens, à parler directement aux personnes, puisque les personnes qui souhaitent être accompagnées par Fertiline passent soit par toi, soit par quelqu'un de ton équipe pour avoir les premières informations, pour avoir les premières compréhensions, les premières pistes de compréhension. Et ça, c'est déjà une valeur énorme d'avoir des pistes. Même si, in fine, on ne va pas se faire accompagner, mais déjà, on a des premières pistes. Et ensuite, ben, voir comment on peut améliorer la situation et aller vers ce bébé qu'on veut tant, en fait. Merci beaucoup en tout cas pour ton travail et ta collaboration. Merci à toi pour la belle mission que tu partages avec Virginie et pour tous les couples que vous avez déjà accompagnés, qui ont une histoire incroyable. Parce qu'au quotidien, je vis aussi des histoires incroyables avec les couples que je rencontre et c'est magnifique. Rappelez-vous, ce parcours ne définit pas qui vous êtes. Il peut transformer la manière dont vous avancez. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour découvrir d'autres parcours inspirants, vous pouvez suivre Mon Parcours PMA sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous ressentez le besoin de reprendre le pouvoir sur votre parcours de fertilité, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site monparcourspma.com. À très vite!